Finalement, la révolution de l'enseignement eut des conséquences pour toutes les couches de la population. Non seulement tout le monde allait plus longtemps à l'école, mais jouissait également d'une meilleure formation. Tot in de jaren 50, tot een stuk in de jaren 60 zelfs, heb je een enorme achterstand van meisjes ten opzichte van jongens op schoolniveau. En vrouwen halen dat heel snel in om uiteindelijk op hetzelfde niveau te komen. Waardoor je natuurlijk een soort, vooral bij vrouwen, een sterkere generatiekloof nog krijgt. De oudere generatie vrouwen is over het algemeen ook laag opgeleid. En de jonge generatie, ja, die kan wel studeren, die krijgt wel al die mogelijkheden en zal dan ook later veel actiever op de arbeidsmarkt participeren. Eenmaal men een hoog onderwijsniveau heeft, vertaalt men dat ook naar arbeidsmarktparticipatie, waardoor er daar een enorm verschil is tussen twee generaties vrouwen. En daarin ligt ook dan weer een wortel van het ontstaan van de vrouwenbeweging, tweede helft van de jaren 60. En l'espace d'une bonne décennie, les femmes ont donc refait une grande partie de leur retard historique. Cette rapide marche en avant est sans doute une des causes de la vague féministe qui a marqué les années 60 et qui va permettre aux femmes d'accéder à des emplois qui, jusque-là, leur étaient inaccessibles. Dat je ook hier een groep van studenten hebt, een eerste generatie studenten, nieuwe lagen van de bevolking die voor het eerst een stap zetten naar de universiteit en die daaruit, vanuit die ervaring, voedsel vinden voor uiteindelijk een hele contestatiebeweging. Wat er in Frankrijk op een bepaald moment gebeurd is, heel kortstondig, is wel een soort alliantie van arbeiders en studenten. En vandaar dat je dan die revolutionaire fase krijgt in mei 68. Dat is in België nooit gebeurd. Hier bleef het echt beperkt tot studenten van universiteiten, hogescholen. En dat kreeg bijna nooit aansluiting, denk ik, met wat er dan in de rest van de samenleving, bijvoorbeeld de arbeidersbevolking, is gebeurd. Er zijn een paar pogingen geweest om dat te doen, vooral vanuit de communistische hoek. Maar dat heeft nooit echt veel succes gehad. Pour moi, j'aime pas ces gens-là parce qu'ils sont pas de notre genre. Premièrement, parce qu'ils se croient plus que nous autres. Moi, je les aime pas. Ils sont des caves. Qu'est-ce que tu veux dire par cave? Ils sont occupés à mendier de tous les côtés. Oui. Sans se payer l'université, sans pas se payer un verre. Quel est l'objectif de la lutte des étudiants à Louvain? Eh bien, la lutte à Louvain, c'est d'abord une lutte démocratique. Les étudiants savent avec vous que la plupart de vos enfants n'arrivent jamais à l'université. Les étudiants savent avec vous que les universités, par leurs prétentions et leur atmosphère bourgeoise, vous sont totalement étrangères et que vos enfants n'y seraient pas du tout chez eux. La contestation des étudiants en 68 est d'abord basée tout simplement sur une désapprobation d'un système d'enseignement qui leur semble coupé de la réalité vivante qui est la leur, qui est une culture à eux, et de la possibilité d'avoir des emplois pour tout le monde, puisqu'il y a un afflux considérable d'étudiants. C'est pas une vraie révolution, on pourrait dire, c'est un mouvement de classe moyenne qui veut bénéficier des acquis de la société de consommation. Sur ces contestations, je dirais, matérialiste, se grève une contestation plus idéaliste qui est rêvons sous les pavés la plage, embrassons-nous. Nous sommes aussi au début de la grande révolution sexuelle, je mets ça entre guillemets bien entendu, modification complète des rapports entre l'homme et la femme. C'est évident qu'à partir du moment où la pilule apparaît, fin des années 60, où elle se diffuse largement, une grosse partie des anciennes structures, des rapports entre ce qu'on appelle encore des sexes et qu'on appelle maintenant des genres, puisqu'il faut être politiquement correct, va se modifier considérablement. Het is vanaf 1964 dat de pil eigenlijk geïntroduceerd wordt in België en die een heel snel succes gaat kennen. Het aantal gebruikers is vanaf de jaren 70 bijna volledig. Dus op een paar jaar tijd heeft dat echt wel het anticonceptiegedrag en dus je kunt zeggen ook het hele seksuele leven van de mensen sterk veranderd. Omdat je dan afscheid kunt nemen van een heleboel verouderde en veel storender anticonceptiemethoden. Het heeft ook politieke gevolgen, denk ik. Eenmaal men de voortplanting op die manier kan controleren, dankzij anticonceptiepil, is de volgende stap natuurlijk ook dat men een wettelijke regeling wil naar abortus. En je ziet dat dat dan een politiek thema wordt.
Maar ook daar denk ik dat je de revolutionaire betekenis ook niet te zeer mag overschatten. Omdat wij dan vaak het beeld hebben van je krijgt allerlei vormen van meer losbandige seks, snel wisselende partners, homoseksualiteit, communes en dergelijke. Nu, die hebben bestaan natuurlijk. Er zijn experimenteerfasen geweest, tweede helft jaren 60. Maar als je kijkt hoeveel mensen daaraan hebben deelgenomen, dat was een heel kleine minderheid. Les années 60, c'est aussi l'époque où les églises se vident. Plus d'un tiers des fidèles ne participent plus à la messe du dimanche. Le pape Jean XXIII et le Concile Vatican II ont bien tenté d'adapter l'Église à la société moderne, mais sans grand succès. Dès son avènement en 1963, le pape Paul VI donne un coup d'arrêt aux réformes et promulgue en juillet 68 une encyclique qui rejette catégoriquement toute forme de contraception. Le fossé entre les fidèles et l'Église catholique s'élargit de plus en plus. En dan opeens in 1968 zie je daar een enorme golfbeweging naar beneden. Op dat moment verliest de kerk opeens heel veel aanhang eigenlijk. En ik denk dat de starheid van bijvoorbeeld Humanae Vitae, de manier waarop de kerk elke vernieuwing afwijst, nochtans de hoop op vernieuwing was gegroeid tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, maar die deur wordt nogal brutaal gesloten door de paus. En daardoor worden veel gelovigen afgestoten, denk ik, van de kerk, verlaten de kerk, keren de kerk de rug toe. Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. Maar historisch gezien, ja, de kerk was dominanter natuurlijk nog in Vlaanderen en verliest daar snel terrein uiteindelijk, om uiteindelijk dan jaren 70, 80 bijna een meer marginaal verschijnsel te worden. Maar de echte knik, de golf naar beneden, komt er uiteindelijk op een heel specifiek moment in 68. Ce qui ne veut pas dire que nous ne restons pas quand même des sociétés imprégnées de valeurs chrétiennes, mais ces valeurs chrétiennes sont critiquées. Pourquoi? Parce que je crois que les gens ont voulu bénéficier des acquis de la société de consommation. Certains d'entre eux allaient à l'encontre d'une vision, je dirais, doloriste des grandes religions qui, généralement, basent une partie de leur capital sur l'idée que la souffrance est rédemptrice. Nous ne voulons plus souffrir. On a les moyens de ne plus souffrir, en grande partie. Nous voulons profiter de la vie. Le modèle qu'on offre aux gens, c'est la bonne vie. Je m'appelle Odon Gobert, j'ai 19 ans depuis quelques mois et je suis à ma deuxième année de séminaire. Et à 17 ans, vous êtes entré au séminaire. Est-ce qu'à 17 ans, on peut s'engager d'une façon définitive? Je crois qu'à 17 ans, on peut le faire. Quelqu'un qui se fiance à 17 ans s'engage aussi de façon définitive. Un des problèmes, c'est certainement le célibat. Pourquoi cela vous gêne? Ça ne me gêne pas, mais je crois que c'est suffisamment grave pour qu'on se pose la question très tôt, dans les années de séminaire. Et vous pensez que vous pouvez vous donner à ce célibat sans contrainte? Je crois. Je n'ai pas pris le sacerdoce évidemment pour le célibat, mais s'il l'entraîne nécessairement, je crois que je dois me poser la question, est-ce que je puis le supporter? Personnellement, pour le moment, je le crois. Vous croyez que c'est un bien, ce célibat, pour un prêtre? C'est à discuter. Soif d'infini, béatitude, étreinte d'éternel, plage du ciel, bleue certitude, cœur en partance, port de quiétude, plage du ciel. Le phénomène assez bizarre, c'est ce sourire. Ceux qui ont vécu les années 60 ont peut-être encore un souvenir de la chanson Dominique. Et cette chanson a été numéro 1 dans la hit-parade en Amérique. Et voilà, c'est la grande période des hit-parades, mais je crois que c'est quand même quelque chose à se rappeler aussi. Et ça correspond peut-être à cet idéalisme, c'était un peu et bien sûr naïf aussi, et idéaliste. Voilà, c'est bien sûr aussi, ça correspond à cet idéalisme, mais aussi à un mouvement dans l'Église qui voulait être jeune. C'était l'époque où dans les messes on introduit la guitare, on introduit des nouvelles chansons. Là aussi, il y avait une nouvelle vague dans le modernisme. De modernisme. Cette omniprésence et cette autorité de l'Église sera aussi battue en brèche par l'affaire de Louvain. La Belgique est un des premiers pays d'Europe à être confronté à une révolte étudiante. Mais chez nous, cette révolte est tout d'abord d'ordre communautaire.
Pour de nombreux Flamands, la présence de milliers d'étudiants francophones à Leuven est inacceptable. Après des mois de lutte, ils obtiendront gain de cause et la scission de l'université annoncera la fin d'une certaine Belgique, la Belgique de papa. Uiteraard kijken Vlamingen dan veel meer terug naar die periode als ja, kijk eens wat we allemaal verwezenlijkt hebben in die periode, wat we er toen allemaal hebben bijgekregen. Maar ook op cultureel vlak zie je uiteindelijk dat veel van die nieuwe gevoeligheden rond bijvoorbeeld feminisme, rond gelijke rechten, rond ook milieugevoeligheid, dat die toch iets sterker en iets sneller in Vlaanderen voorkomen dan in Franstalig België. Vanaf 1968 heb je al grote milieubetogingen in Vlaanderen, terwijl voor Franstalig België duurt dat iets langer. C'est vrai que la séparation commence à cette époque-là, n'est-ce pas? Les premières lois de Gilson, c'est en 63, et la dérive, je dis à la dérive sans péjoration, la séparation graduelle, sans me prononcer sur l'avenir du pays, va se mettre en place, alors que jusqu'en 60, 58 encore, on pense belge. Le mouvement hippie à la fin des années 60 a voulu être plus radicalement contre cette société de consommation, contre tout ce qui était les valeurs d'Occident, mais là aussi c'est un peu marginal, ça n'a pas vraiment réussi. Et aussi ce mouvement vers la nature, vers les philosophies de l'Orient a été très vite récupéré par l'industrie, par la mode, et ça a été vendu comme les autres choses. Oui, c'était la grande contradiction. Ce qui va s'introduire à partir de 73, 74, c'est un doute, c'est un soupçon, c'est que quand même c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Et c'est la naissance, par exemple, des sensibilités écologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on a cessé de consommer, parce qu'on consomme pour se consoler. C'est une société, en fait, de gens séduits par la société de consommation, une société de séduction. Uiteindelijk ook wat duidelijk is, denk ik, is dat heel die periode staat min of meer in het teken van een vooruitgangsoptimisme. Een geloof dat de groei tot in het oneindige zou kunnen worden voortgezet en dat de samenleving maakbaar is. Zowel in de contestantiecultuur als in de dominante cultuur uiteindelijk. Een geloof dat men het allemaal wel kan regelen. En dat geloof wordt nogal brutaal onderbroken uiteindelijk in 1973 door de oliecrisis, door de economische crisis die erop volgt en waardoor men al die groeimogelijkheden opeens ziet opgaan in rook uiteindelijk. Effectivement, le rêve prend fin de façon abrupte en 1973. Le monde occidental, confronté à une crise économique, voit pour la première fois le pétrole utilisé comme arme politique. Les pays producteurs profitent de la guerre qui oppose Israël aux pays arabes pour augmenter unilatéralement leurs prix et limiter leur production. La crise économique, avec cette soudaine hausse du prix du pétrole brut, ne fera que s'amplifier. En dat is niet alleen een economische crisis, maar daardoor ook, dat heeft een weerslag op de mentaliteiten. Men ziet dat het niet tot in het oneindige kan doorgaan, dat er wel degelijk grenzen zijn. Le pétrole n'arrivant plus qu'au compte-gouttes, il doit être rationné. Dans un premier temps, on limite la vitesse sur nos routes. Mais le conflit s'éternise, des mesures plus rigoureuses doivent être prises. Le 18 novembre 1973, les Belges découvrent le dimanche sans voiture. Dès le 2 décembre, le régime est assoupli, la circulation est autorisée après 20 heures. C'est la conséquence du mécontentement du secteur Horeca. Les hôtels et les restaurants se vident, les clients craignant de ne pouvoir rentrer chez eux et de connaître la même mésaventure que ces jeunes gens. Vous ne pouvez plus rouler avec la voiture, elle doit rester ici jusqu'à 3 heures demain matin. Et comment est-ce qu'on va faire pour retourner nos autres? Pour retourner Ça. Il n'a pas de taxi, il n'a pas de... Vous pouvez toujours prendre un taxi. Hein. Il faut quitter l'autoroute ici, à Halle. Vous allez jusqu'à la ville. À pied, ça? À pied, naturellement. C'était 100 mètres ici du descente de l'autoroute. Oui. Vous allez à la gare, sinon vous prenez un taxi. Un taxi, qu'est-ce qu'il paye?
ça serait à vous. Les dimanches en voiture n'eurent pas le moindre effet sur la consommation d'énergie en Belgique. La mesure était symbolique, mais elle a laissé une impression indélébile car elle marquait la fin d'un des grands rêves de cette époque, celui d'une mobilité illimitée. C'était aussi le signal nous indiquant que les limites de la croissance étaient atteintes. On assistait sans le savoir à la fin d'un rêve. Décidément, le bel optimisme de l'exposition de 1958 était bien loin. Voilà, un ouvrage intéressant à mentionner pour conclure cette émission. Il s'intitule Golden Sixties, 1958-1973, la Belgique dans les années 60. Il est signé Marc Haug et Anne Joris et édité chez Ludion Flammarion CGER. Le mois prochain, les années belges brosseront le portrait d'une vieille dame. Elle avait joué un rôle déterminant dans l'essor industriel de la Belgique au XIXe siècle et au début du XXe. Elle était devenue une véritable institution dans notre paysage économique et financier, mais c'est quasiment sans broncher que les Belges ont assisté à sa mise sous tutelle étrangère en 1988. La Société Générale de Belgique, ou la faillite d'un certain capitalisme belge, tel sera le thème des années belges le 30 mars prochain. Je vous signale au passage qu'un colloque se tiendra à peu près sur le même thème le 2 mars prochain à Louvain-la-Neuve. Que nous est-il arrivé? Un demi-siècle d'évolution de l'économie belge. Un colloque qui se veut aussi prospectif. Il est organisé par l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale de l'UCL, et au vu des personnalités qui y prendront part, il s'annonce passionnant. Merci de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui ont œuvré à cette émission, je vous souhaite une excellente fin de soirée.